ho ho! Hello! Comment ça va today? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast. Et attention, pas n'importe lequel. On va débunker, démonter, exploser toutes les idées reçues que l'on entend sur la médecine en général. Vous savez, ces petites phrases qu'on entend depuis toujours dans les séries, dans les repas de famille, ou encore ces rumeurs qu'on répète sans trop savoir si c'est vrai. Bref, aujourd'hui on fait le tri ensemble. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël à toutes celles et ceux qui fêtent cette belle période. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, j'ai publié un épisode spécial Noël ce jeudi 25 décembre. C'est un petit cadeau de moi à vous, une petite histoire que j'ai écrite moi-même dans laquelle on résout un meurtre survenu au mystérieux manoir de Winter Lodge. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous aimez les ambiances cosy, les intrigues et les petits frissons, foncez l'écouter. Installez-vous avec un plaid tout doux, un bon chocolat chaud, une petite bougie et je vous embarque dans cette aventure comme si vous y étiez. J'y ai passé pas mal de temps parce que j'ai ajouté des petits effets sonores, une ambiance travaillée, bref, j'ai mis mon cœur dedans. J'espère sincèrement que ce petit cadeau vous aura plu. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va passer en revue 10 idées reçues sur la médecine, des croyances populaires, des scènes de films totalement irréalistes, des conseils de tonton au repas du dimanche, ou encore des « on m'a dit que » qui circulent depuis des années, et je peux déjà vous dire que la plupart sont complètement faux. On va donc leur mettre un bon gros coup de poing dans leur tronche. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me donne une idée, est-ce que ça vous plairait un concept vrai ou faux spécial médecine? Un format où je vous propose des affirmations et on démêle ensemble le vrai du faux. Si ça vous tente, venez me le dire en DM, j'adorerais avoir votre avis. Allez, prenez une grande inspiration parce que c'est parti. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Coucou, c'est la yo-yo du montage, vous m'excuserez, mais le son de ce podcast n'est pas l'idéal, je sais pas pourquoi, mais il est un peu bizarre, donc voilà. Je m'en suis rendu compte forcément uniquement au montage, et j'ai pas eu envie de recommencer tout l'épisode parce que je le trouvais plutôt pas mal, mais du coup, désolé pour le son qui est pas tip top 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 quoi. Bisous. Ok, alors le premier point que je me suis noté, c'est la médecine, c'est forcément une vocation depuis l'enfance. Ah là 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 là. Ce point m'énerve globalement parce que depuis que je suis toute petite, on me persuade qu'être médecin, c'est forcément avoir une vocation. On ne peut pas être médecin juste parce que vers 17, 18 ans, on se dit « Ah bah tiens, j'aime bien aider les autres ». Dans ma famille, être médecin, ça vient des tripes, ça vient du cœur. On l'a toujours su et on le sera toujours. Comment dire? Déjà, le nombre de personnes qui font des reconversions professionnelles, qui de base faisaient un tout autre métier et qui finalement se disent que médecine c'est fait pour eux bien après avoir commencé leur premier métier. Déjà, ça montre que médecine c'est pas forcément une vocation pour tout le monde. Je trouve que dans l'imaginaire collectif, on pense que les médecins ont voulu devenir médecins depuis tout petit. On les imagine avec la petite mallette de docteur en train de soigner leur peluche et ça y est, ça va devenir des médecins à vie, alors que pas du tout. Personnellement, moi, je ne pensais pas vouloir faire médecine avant mes 15-16 ans. Et justement, c'est une des phrases qu'on m'a dit. On m'a dit, mais médecine, c'est une vocation. J'étais en mode, d'accord, pourquoi tu me dis ça? Et la personne me disait, mais en fait, normalement, tu sais que tu veux faire médecine depuis ta tendre enfance. Les gens qui veulent faire médecine, c'est vraiment, ils ont un skills pour ça. Et du coup, j'ai comparé ça à la fée Clochette. Je me suis dit, mais en fait, quand je nais, un peu comme la fée Clochette quand elle naît avec sa fleur là, elle choisit son marteau et moi je choisis skills de médecin. Pas du tout en fait. On peut devenir médecin n'importe quand, à n'importe quelle heure. Enfin bref, il n'y a pas d'histoire de vocation. Alors oui, il y a des personnes pour qui c'est une vocation et ça, bien entendu que je ne le remets pas en cause, mais ce n'est pas une vocation évidente pour tout le monde à la base. Et ça, c'est une rumeur, en tout cas, dans les contrées lointaines, dans les petites cambrousses, dans lesquelles j'ai baigné durant ma tendre enfance, je peux vous dire que cette rumeur est bien ancrée, et c'est une rumeur que je n'aime pas, elle m'énerve, voilà, elle m'énerve. Autre point que je me suis noté, on m'a déjà dit, tout le monde fait un burn-out à un moment, c'est normal, ça fait partie des études de médecine. Alors, comment dire que pas du tout en fait. Être en dépression, faire de l'anxiété généralisée, faire un burn-out, ça ne fait pas partie des études de médecine. Je vais reprendre la trend Insta qui dit « je vais le dire qu'une fois et je vais le dire doucement », être en médecine
ne signifie pas être en burn-out ou en dépression. Voilà, je vais le dire qu'une fois, je vais le dire doucement, mais je l'ai dit, ce n'est pas un synonyme. Vraiment pas du tout. Le but de faire des études, ce n'est pas de mettre sa santé mentale en péril. Je suis tendue aujourd'hui. Je mets des petits hacks dans les rumeurs là parce que ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pas parce qu'on est en médecine qu'on doit tomber, qu'on va forcément tomber en burn-out ou en dépression. À travers ce compte, je prône la santé mentale, je prône le fait de prendre soin de soi, je prône le fait qu'on peut faire médecine sans forcément faire que travailler. Enfin bref, j'essaie de prôner tout un tas de trucs positifs. Et quand j'entends ça, j'entends cette phrase, je deviens folle, je deviens crazy. Non mais vraiment, ce n'est pas synonyme. Si vous êtes en médecine, vous pouvez trouver l'équilibre qui vous convient pour réussir à faire ce que vous voulez faire tout en préservant votre santé mentale. Vraiment, je suis persuadée de ça. Je suis persuadée qu'on peut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est pas parce qu'on nous a toujours dit que médecine c'est difficile et qu'on doit travailler de 7h à 23h qu'on doit travailler de 7h à 23h. Pas du tout. Parce que au bout d'un moment, notre cerveau n'intègre plus ce qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est inutile et que c'est contre-productif. Il faut mieux travailler moins, mais beaucoup mieux. En bref, on peut totalement avoir une vie tranquille, paisible et être en médecine. On ne fait pas tous un burn-out. Donc, cette phrase, on la met à la poubelle, on la balance, on prend un papier, on l'écrit dessus, on froisse ce papier, on fout le papier dans la poubelle, on brûle la poubelle. Ça suffit, j'en ai marre. On continue avec les idées reçues, et la troisième idée reçue, c'est si tu fais médecine générale, c'est parce que tu n'as pas eu l'aspect que tu voulais. Oh, bah alors là, c'est quoi cette histoire? C'est qui m'a dit ça là? C'est quoi cette embrouille? Mais pas du tout. C'est comme les personnes qui veulent faire psychiatrie. On leur a pas mis un putain de gun sur la tempe pour qu'ils fassent psychiatrie. Personnellement, je veux devenir psychiatre. Personne ne m'a obligé à devenir psychiatre. Il y a plein d'étudiants qui veulent faire medg. Personne ne les a obligés à faire medg. Ils veulent juste faire medg. Et grand bien leur face, mais faites medg, mais c'est génial. Oh là là, ça m'énerve. Il y a vraiment des externes qui disent ouais, les medg, c'est un peu une sous-spé, un peu comme les psychiatres et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me baragouines? Ça va pas ou quoi? Vraiment, aujourd'hui, je n'ai aucune langue de bois. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu faire chirurgien cardiovasculaire à Nice qu'on est nul ou qu'on ait une sous-spécialité ou qu'on a choisi ça par dépit. Il y a des personnes, ils veulent être médecins généralistes parce qu'ils adorent le contact avec l'humain. Le fait que c'est une spé quand même assez générale, justement, le but de medg, c'est que ce soit général et qu'on peut faire plein de choses et voir plein de types de pathologies et plein de types de patients. Ce n'est pas du tout une sous-spé, c'est juste une spé. Voilà, chacun choisit l'aspect qui lui convient. Moi personnellement, j'adore la psychiatrie, je vais faire psychiatre. Personne ne m'a obligé à faire psychiatre et je ne me sens pas nulle pour autant. Voilà, je dis les termes. Faites ce qui vous plaît, il n'y a pas de sous-spé, il n'y a pas de ouais, mais si je choisis ça, parce que moi je sais que pendant un moment, je me disais ouais, mais si je deviens psychiatre, qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Je me suis posé la question. Je me suis demandé ce qu'allaient penser les autres de moi. Mais ça va pas ou quoi? Je fais ça pour moi. Si je veux devenir psychiatre, c'est parce que je veux devenir psychiatre. Peu importe ce que pensent Gertrude, Johnny et Steve. Voilà, on s'en fout. Donc, ce n'est pas parce que tu choisis medg, santé publique, psychiatrie, enfin bref, toutes les spécialités un peu moins hautes, entre guillemets, dans le classement, et donc par conséquent un peu moins demandées, que nous sommes des personnes nulles ou des personnes qui n'ont pas eu l'aspect qu'ils voulaient de base. Pas du tout. Moi, je veux faire psychiatre, c'est l'aspect que je veux faire de base. Même si elle est classée en bas du classement, j'en ai strictement rien à foutre. C'est dit. On continue et je continue de déverser ma haine en ce joyeux week-end de Noël. Les personnes qui disent si tu travailles pas minimum 12 heures en LAS ou en PASS, tu n'auras pas ton année. Bon, c'est quoi votre souci à vous là? Quel est votre problème? Ça va pas. Non, c'est faux. J'avais dit que je faisais un podcast avec bienveillance, mais c'est pas extrêmement bienveillant. Ah, je suis désolée, mais là j'ai de la haine. J'ai de la haine envers toutes ces rumeurs qui font culpabiliser la plupart des gens alors que c'est faux. Et vraiment, ça m'énerve, genre. Les gens se sentent mal et se sentent pas bien à cause de ces rumeurs, et vraiment, ça me saoule. Donc c'est vrai que la bienveillance dans ce podcast est mise un petit peu de côté, mais vous m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas. Vraiment, il n'y a pas besoin de travailler 12 heures en PASS ou en LAS, il n'y a pas besoin de foutre sa vie de côté pour travailler. Alors, je vais quand même mesurer mes propos. Je suis d'accord avec vous, en LAS, en PASS, comme en médecine en général, il faut travailler. Mais c'est vrai qu'en LAS, en PASS, on se la met un petit peu. On va pas se mentir, on se la met un petit peu, c'est vrai. Cependant, vous n'avez pas besoin de travailler 12 heures par jour. Travailler 8 heures par jour efficacement, c'est déjà super. Parce que du coup, vous allez garder du temps pour vous et pour faire autre chose. Vous avez le droit aussi de sortir, d'aller voir un ciné, d'aller au restaurant, d'aller manger avec une pote, d'aller voir votre famille. Vous avez le droit de faire autre chose que de faire médecine. Bien entendu, on le sait tous,
tous, il faut travailler en médecine, on le sait. Mais à un moment donné, faut pas faire que ça. Et c'est ça qui m'énerve. C'est les personnes qui sous-entendent que la seule chose que peut faire un étudiant en médecine, c'est travailler. Et ben c'est juste aller tout droit vers un burn-out. Si on fait que travailler, sans jamais se reposer, sans jamais prendre du temps pour soi, sans jamais faire des activités autres, alors on va tout droit vers un burn-out. Et après on se demande pourquoi il y a autant de burn-out et de dépression dans les études de médecine. Tout simplement parce qu'il y a des rumeurs de merde qui nous disent qu'il faut qu'on travaille 12 heures par jour sous prétexte que c'est comme ça que doit travailler un étudiant en médecine et que c'est comme ça que les anciens étudiants en médecine et les anciens médecins ont travaillé. Mais alors pas du tout. Non, non, non. C'est faux, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il faut prendre soin de soi. Et c'est en trouvant le bon équilibre qu'on va réussir à aller vers de l'avant et qu'on va réussir à avancer. Donc oui, il faut travailler. Ça, bien sûr, il y a un moment donné, on va pas obtenir médecine en claquant des doigts. Ça, c'est un fait. Mais il faut aussi prendre soin de soi et ça, c'est un autre point super important. Donc, la phrase, c'est pas en passe et en lasse, il faut travailler 12 heures sinon t'auras jamais ton année. La bonne phrase, c'est en passe ou en lasse, il faut travailler, c'est vrai, mais n'oublie pas que tu es un humain et que tu as aussi des besoins, donc prends soin de toi. Ça, c'est la bonne phrase. Non mais voilà, ça y est, je change la rumeur, c'est fini. Maintenant on dit plus la rumeur, faut travailler 12 heures, maintenant on dit il faut travailler, mais faut aussi prendre soin de soi. Ok, on change la rumeur. Allez, on switch. Oh là 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 là, une autre rumeur, qui me ting. Et ça on me l'a dit à moi, c'est pour ça que ça me tend. En fait tout ce que je vous dis, on me l'a dit, c'est pour ça que je suis un peu tendue. On m'a dit, si t'aimes pas les matières scientifiques ou que tu n'es pas très bon dans ces matières, tu ne peux pas faire médecine. Bon alors là ma petite dame. Alors, là, je dis ma petite dame parce que, en fait, je parle à une professeure qui m'a dit ça au lycée. Elle m'a dit, yeux dans les yeux, tu ne réussiras pas médecine. Moi, je me suis dit, yeux dans les yeux, bon, alors là, ma petite dame. Non, parce que ce que vous connaissez pas dans mon caractère, et peut-être que vous vous rendrez compte un jour, mais voilà, je laisse planer le doute, mais vous verrez un jour peut-être qu'il y a quelque chose qui viendra. Bref, j'arrête de parler. Mais je suis quelqu'un un peu dans la provocation. Voilà, quand on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, je suis en mode bon alors là. Et voilà, je vais faire tout le temps l'inverse de ce qu'on me dit. Ouais, c'est peut-être pour ça que du coup, on m'a dit de travailler 12 heures en médecine et j'ai fait totalement l'inverse. Bref, un de mes traits de caractère, c'est que je suis quelqu'un un peu de provocateur. J'aime bien aller à l'encontre de ce qu'on me dit de faire. C'est pas mon trait de caractère le plus magnifique, le plus reluisant, mais je fais avec. Voilà, et j'essaie de m'adapter. Et donc cette personne m'a dit, parce qu'en fait j'étais pas très bonne en maths, en SVT ni en physique chimie, enfin j'avais pas des notes de ouf. En maths j'avais toujours des notes inférieures à 10, en SVT soit j'avais 11-12, soit je faisais un hors sujet donc j'avais une note inférieure à 10, et en physique chimie c'était aléatoire mais voilà je dépassais pas les 12-13 quoi, c'était pas non plus j'étais pas incroyablement intelligente en termes de matière scientifique. Et donc cette personne, quand je lui ai dit que je voulais faire médecine, elle m'a dit ah mais là tu vas pas réussir. J'étais en mode pourquoi? Je ne réussirai pas? Sous quel prétexte, madame? Donc voilà, les personnes qui vous disent oui t'es pas assez bon en matière scientifique, tu peux pas réussir, pas du tout. Parce que déjà en médecine, à part les statistiques et la biophysique en L1, il se passe pas grand chose en termes de mathématiques, franchement. Et une fois que t'as passé la LAS ou la passe, les maths tu peux carrément oublier, la physique chimie tu peux carrément oublier, et la SVT il reste quelques points qu'on avait déjà vu en SVT mais c'est très minime, donc franchement c'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs on me demande souvent quel spé choisir pour faire médecine. Moi personnellement j'avais pris physique chimie parce que pour la biophysique je trouve que c'était assez utile, parce que les maths pour moi c'est pas utile, les SVT non plus, donc voilà. Moi personnellement je conseille physique chimie. Ah là 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 là, une autre idée reçue, c'est que les personnes pensent, à cause souvent des séries, que les médecins trouvent les diagnostics directement. Mais pas du tout. La plupart des diagnostics mettent un certain temps à être justement diagnostiqués. Il y a besoin d'investigation, il y a besoin d'enquête, il y a besoin d'examens paracliniques, il y a besoin de voir comment la clinique évolue, il y a besoin de faire des traitements probabilistes pour voir si ça répond ou non au traitement. On ne trouve pas un diagnostic en un claquement de doigts, sauf si c'est évident, mais c'est assez rare que, en tout cas pour les pathologies assez complexes, c'est assez rare que ce soit évident et qu'on se dise mais oui, mais c'est ça, mais bien sûr. Alors que dans les séries, on nous dit souvent, la personne arrive avec un examen clinique altéré, elle a des mauvais résultats sur la bio et là le médecin se dit oui, mais oui, je sais ce que c'est, bien sûr, bam, et bam, il enchaîne direct avec le traitement, alors que en réalité, en tout cas pour les diagnostics un peu complexes, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup d'examens, le médecin pense que c'est quelque chose puis finalement se trompe et pense que c'est autre chose puis se trompe encore et pense que c'est autre chose. Enfin, il y a plein de diagnostics différents, de trouver un diagnostic, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes des fois qui sont dans ce qu'on appelle une errance médicale, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité actuellement de leur trouver leur diagnostic. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils ont, malgré les examens, malgré tout ce qu'ils font, on ne trouve pas. Et c'est important de souligner que les diagnostics ne sont pas toujours évidents, comme on le montre dans les séries télé, et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez répandu, et donc ce n'est pas si évident de le trouver. Ah oui, un autre truc qu'on voit tout le temps, c'est
que les gardes dans les séries télé sont un mélange d'héroïsme et d'adrénaline non-stop. Alors qu'en réalité, mais pas du tout. Il n'y a pas d'héroïsme et d'adrénaline non-stop. Hein. Vraiment. Quand je fais mes gardes aux urgences de camp, la plupart du temps, il se passe pas non plus des trucs de fou. Les personnes viennent souvent parce qu'elles ne trouvent pas de médecin, parce que SOS médecin n'a pas pu les prendre, et donc il y a souvent des petits rhumes, des petites grippes, des petites angines. Il y a aussi des personnes qui, se cassent le poignet, se cassent la cheville, ou des personnes qui se sont coupé le doigt en coupant du saucisson et qui du coup viennent pour des points de suture. Mais il n'y a pas toujours des cas de fifou qui arrivent comme ça sur un brancard en mode oui, constante et tout. Enfin bref, ça n'arrive pas tout le temps. Et ces patients-là, les patients les plus graves, la plupart du temps, ils vont direct au bloc et nous on les voit pas en fait. Nous on les voit pas aux urgences. Souvent ce qu'on voit dans les urgences où les personnes rentrent, les patients rentrent et s'assoient ou attendent sur un brancard et tout ça, c'est plus des pathologies type comme je viens de vous dire, quelqu'un s'est cassé le bras, quelqu'un a mal au ventre, quelqu'un a mal à la tête, ou alors dans les urgences un peu plus vitales, on peut avoir quelqu'un qui a une douleur à la poitrine, quelqu'un qui est en train de faire un AVC et à ce moment-là, on va voir la personne et elle va aller en ce qu'on appelle en sauve, donc c'est-à-dire en urgence assez rapide. Mais les personnes qui arrivent vraiment avec un truc catastrophique et qu'il faut les opérer tout de suite, mais on les voit pas du tout. Ils vont direct au bloc opératoire et nous on ne les voit pas. Vraiment les urgences, en tout cas les urgences du côté patient où on voit les patients dans des box et ainsi de suite, c'est pas des urgences catastrophiques. Alors il y a des personnes qui sont quand même en mauvais état, mais c'est pas la plupart. La plupart des urgences, c'est plutôt des urgences on va dire légères. Il y a pas de grosses urgences toutes les 2 minutes quoi, c'est vraiment pas du tout ça. Autre point que ma maman m'a souligné la dernière fois, c'est quand on regardait une série médicale, donc je sais plus si c'était Grey's Anatomy ou pas. Bref, on regardait une petite série et elle me disait punaise c'est marrant, c'est les médecins qui vont voir directement les patients, qui font direct un ECG et tout. Ce n'est pas la réalité. Encore une fois, c'est une idée reçue, c'est quelque chose qu'on voit dans les séries parce que c'est pour réduire le coût de la série et donc réduire le fait d'embaucher de nouveaux acteurs, mais ce n'est pas du tout les médecins qui voient les patients en première ligne. Il y a tout d'abord l'infirmière ou l'infirmier d'orientation qui voit les patients un par un dans un petit box dans lequel il prend les constantes, il regarde le motif d'admission et tout ça, et il oriente ou non le patient vers les urgences. Il y a aussi, avant ça, j'ai oublié la régule du SAMU, c'est-à-dire qu'avant d'aller aux urgences, on doit appeler, en tout cas pour les urgences de Caen, il me semble, qu'avant d'aller aux urgences, on doit appeler le SAMU pour avoir à l'appareil un médecin qui va nous dire si oui ou non on est réellement dans le cas d'une urgence et si on doit aller aux urgences. Après, il y a l'infirmier ou l'infirmière qui dit oui ou non. Une fois arrivé aux urgences, c'est toujours pas le médecin qui va en premier. La première personne qui va voir, c'est soit l'infirmier ou l'infirmière ou l'aide-soignant ou l'aide-soignante qui est aux urgences, qui va aller le voir et l'installer tout ça. Après, ça va être l'externe qui va venir faire l'examen clinique. Après, l'externe va venir en parler à l'interne. L'interne va prescrire ce qu'il faut prescrire, par exemple faire une biologie, faire une radio. Puis après, l'infirmière va venir faire la prise de sang et si besoin, un brancardier va venir emmener le patient faire une radio, un scanner ou autre chose. Puis le patient va revenir, l'interne va regarder ses résultats et va aller voir le patient. Et donc c'est à ce moment-là uniquement que le patient voit un médecin et pas avant. Donc c'est vraiment en dernière ligne qu'il voit les médecins et pas du tout en première ligne. Autre point, on pense aussi souvent que les étudiants en médecine s'habituent rapidement à tout. Aux décès, aux détresses, aux douleurs, alors que pas du tout. Dans l'imaginaire collectif, on pense que être un médecin, c'est avoir un mental de fer, qu'on est capable de tout voir sans que ça nous impacte et qu'on a assez peu d'émotions, qu'on est plutôt froid, on est empathique avec les patients, tout ça, mais que voilà, ça nous impacte pas nous, ce qu'ils nous disent. Alors que c'est totalement faux. Nous sommes des êtres humains comme n'importe qui et on n'est pas plus adapté à voir la douleur et à voir la souffrance de quelqu'un. Je voyais un réel la dernière fois dire que quelqu'un de lambda va globalement voir mourir 2-3 personnes dans sa vie. Par les décès, on va voir nos parents, tout ça, on va voir quelques personnes décédées dans notre famille, proches autour de nous, au cours de notre vie et c'est tout. Alors qu'un médecin ou que quelqu'un dans la santé va voir plein de personnes partir. Qu'on le veuille ou non, les décès de patients, ça nous impacte forcément puisqu'on est face à la mort tous les jours. On voit la mort en face. Et ce que je veux dire, c'est que on n'a pas plus de skills ou plus d'options dans notre corps qui fait qu'on est plus adapté à voir la mort. Pas du tout. Et c'est vraiment, je trouve, dans un imaginaire collectif de croire que nous sommes adaptés à ça. Nous sommes pas adaptés à ça. Nous faisons avec parce que ça fait partie du métier, mais nous ne sommes pas adaptés à ça et nous sommes parfois, dans certains cas, plus affectés que d'autres. Et ça se comprend en fait.
Parce que quelqu'un qui ne fait pas médecine ou qui ne travaille pas dans la santé va partir le matin à son travail et a très peu de chances de voir quelqu'un mourir. Prenons l'exemple d'un comptable, il va à son travail, il fait son travail de comptabilité, il rentre le soir, il a quand même peu de chances de voir quelqu'un décédé. Un personnel soignant qui va travailler a beaucoup plus de risques de voir quelqu'un mourir, mais pour autant, il n'est pas physiquement ou mentalement plus préparé à ça. On sait juste que ça peut arriver, mais quand ça nous tombe dessus, on n'est pas forcément plus prêt que quelqu'un d'autre. C'est ça que j'essaie de dire. Et le petit dernier pour la route, ça c'est spécial ma famille, ça c'est ma mif, qui me dit souvent: ah oui, mais Yona, une fois que t'es arrivé en externat, les études sont plus simples, car il y a les stages, ce qui rend l'apprentissage plus facile. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Alors, je vais encore une fois mesurer mon propos. Bien entendu, le fait d'aller en stage, c'est super cool parce qu'on voit des pathologies en réalité, on voit la prise en charge en réalité, on voit comment se comportent les professionnels de santé, les médecins, enfin bref. On voit tout plein de choses et c'est super enrichissant. Cependant, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pas forcément plus simple, justement, de se mettre à travailler après. Par exemple, quand tu as stage le matin et que tu dois apprendre tes items l'après-midi, c'est assez compliqué d'être concentré parce que le matin, ça demande beaucoup de concentration et d'implication et l'après-midi, du coup, c'est difficile de rester focus. Je ne trouve pas que ce soit forcément plus simple d'apprendre en externat, étant donné déjà qu'on a un nombre incalculable de choses à apprendre, mais aussi étant donné que oui, le stage, ça nous permet de voir les choses en vrai, mais ça fatigue beaucoup. Alors oui, en tout cas personnellement, je retiens beaucoup mieux quand je vois la pathologie ou ce que j'apprends dans les cours en vrai, et ça me permet du coup de pouvoir les appliquer après dans mes cours et dans les QCM, donc ça c'est super pratique, mais ça reste pas plus simple ou c'est pas plus chill, parce que vu la quantité de choses qu'on doit connaître, et en plus à côté de ça, aller en stage, en fait c'est vraiment beaucoup plus difficile l'externat, même si c'est plus concret. Je suis d'accord sur le fait que c'est plus concret que la L1, la L2 et la L3, mais ça reste quand même plus compliqué, étant donné qu'on doit allier l'externat, la préparation pour les EDN, les stages, les partiels, et tout un tas d'autres choses qui font que le cocktail n'est pas forcément idéal, alors que on pourrait penser que vu qu'on va en stage, ça devient tout de suite plus simple. Ok, j'ai beaucoup trop parlé dans ce micro, je pense que le montage va être assez long, mais bref, ça c'est pas votre souci. On arrive déjà à la fin de cet épisode spécial dans lequel on a gentiment mais fermement cassé, explosé et pulvérisé 10 idées reçues sur la médecine, et je crois qu'il y a certaines idées reçues qui m'ont un petit peu tendu. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura permis d'y voir plus clair, de rire un peu, de dédramatiser tout ce qu'on entend à longueur de journée sur les études de santé. Vous l'avez vu, beaucoup de croyances sont totalement fausses, parfois exagérées, parfois juste héritées des séries télé, mais la réalité est toujours plus nuancée, plus humaine et finalement beaucoup plus belle que les clichés. J'avais vraiment envie de faire cet épisode parce que, pour beaucoup, la médecine reste un monde un peu mystérieux, parfois intimidant, parfois fantasmé. Et si je peux vous aider à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est dur, mais ce qui est magnifique aussi, alors ma mission est accomplie. Et puis soyons honnêtes, débunker les fausses idées, c'est un petit plaisir personnel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en DM pour me dire quelles idées reçues vous ont le plus surpris, lesquelles vous aviez entendues 100 fois, ou même pour me proposer d'autres croyances que je pourrais traiter dans un prochain épisode. Et si le concept vrai ou faux spécial médecine vous chauffe autant que moi, dites-le moi. Je pense que ça pourrait être trop cool de mettre ça en place. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter l'épisode spécial Noël publié ce 25 décembre. Je suis tellement fière de cette petite histoire du manoir de Winter Lodge. J'espère que l'ambiance, les effets sonores et tout le travail derrière vous plongeront dans cet univers mystérieux autant qu'ils m'ont transporté en le créant. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager, à m'envoyer vos messages et honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous dis bonne année puisque la prochaine fois qu'on se retrouve, on sera en 2026. En tout cas, moi je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao!